All rise. Oui, vous levez. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. Lord John, the Tribunal Penal International pour l'ex-Yougoslavie est ouvert. Please be seated. Good morning to Le président, bonjour à toutes et à tous, dans le prétoire et à l'extérieur, s'il vous plaît. Monsieur le greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie. Le greffier d'audience, merci. Bonjour, messieurs les juges. Il s'agit de l'affaire IT 0992T, le procureur contre Ratko Mladic. Le président, je vous remercie. Monsieur le greffier, la présentation des parties, s'il vous plaît, à commencer par l'accusation. Bonjour, monsieur le président, messieurs les juges. Alan Teague, Peter McCloskey, Arthur Traldi et Adam Weber et notre commise à l'affaire Janet Stewart. Du côté de l'accusation, le président, je vous remercie, monsieur Tiger. Maître Lukic, la présentation du côté de la défense, s'il vous plaît, Maître Lukic. Merci, messieurs les juges. Branko Lukic, Yadrag Sadanovic, Devna Itic, Jason Allereid, commise à l'affaire Radovan Djordjevic pour la défense. Et notre assistante juridique, Christina Royang et Laura Biddles et Alessia Eltir. Pardonnez-moi. Le président. Il faut connaître non seulement le nom des juges, mais les noms des membres de votre équipe également. Maître Lukic, je vous remercie. Nous sommes ici aujourd'hui afin d'entendre les plaidoiries et réquisitoires des parties. Néanmoins, la Chambre a été informée du fait qu'il y avait une question préliminaire que la défense souhaitait aborder. Maître Evitic, merci, messieurs les juges. Je souhaite simplement porter à votre attention, étant donné que l'écriture n'a pas été déposée dans le système du prétoire électronique. Nous avons néanmoins envoyé un exemplaire à l'accusation vendredi. Donc, il s'agit d'une requête urgente aux fins de surseoir à la procédure compte tenu de l'appel interlocutoire qui est toujours en instance en date du 21 octobre 2016. Décision concernant notre première requête aux fins de surseoir à la procédure qui précisait que, je cite, « aucune conséquence irréversible pour le procès ou préjudice imposé à l'accusé ne pourrait pas être corrigé par mémoire complémentaire. » Le président, je crois que vous êtes en train de lire. C'est quelque chose que je connais. Est-ce qu'il s'agit de la teneur de votre requête, Maître Evetic, la teneur de votre ordonnance qui figure dans notre requête? Donc, la requête, nous avons reçu, je vous remercie, un exemplaire de cette requête ainsi que de la réponse fournie par l'accusation et qu'elle souhaitait déposer. Aujourd'hui, à 9h16, nous constatons que cette requête a été officiellement déposée. Les juges de la Chambre ont également été informés du fait, j'espère que vous pouvez confirmer cela, monsieur le greffier, que la réponse de l'accusation a été déposée à titre officiel également. Je ne peux pas être aussi précis que 9h16, mais cela a effectivement été déposé il y a quelques minutes. Donc, voilà où nous en sommes. Nous avons reçu donc des exemplaires de cette requête. Les réponses ont été déposées. Les parties peuvent-elles confirmer? Sinon, je vais devoir vérifier que la requête nous a été envoyée. Il s'agit Mr. Evetic. It should be d'exemplaires à toutes fins utiles nous a été envoyée, qui est identique à celle qui a été déposée à 9h16. Maître Evetic, oui, je l'ai transmis en format PDF. Le président n'avait pas l'intention de
Est-ce que vous nous l'avez envoyé? Celle-ci a été envoyée au greffe également, de façon à ce que nous puissions recevoir cette version. C'est exact, le Président. Même question même question que je pose à l'accusation, M. Tigers. Je peux vous le confirmer, Monsieur le Président, dans ce cas. Le Président, il était important de vérifier cela, car étant donné que les chambres avaient reçu cet exemplaire destiné à toutes fins utiles pour que nous puissions le lire et que la réponse a été déposée, eh bien, en fonction de cet exemplaire à titre gracieux, la requête et la réponse ont donc été déposées et la Chambre de première instance va rendre sa décision sur la requête en question. La requête urgente renouvelée aux fins de surseoir à la procédure présentée par la défense est rejetée pour les motifs suivants. Nous allons entendre les plaidoiries réquisitoires des parties, à commencer par l'accusation. Monsieur Tigers, vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs les juges, en 1993, après que ces forces avaient profondément changé la situation démographique de certaines parties de la Bosnie revendiquée par les Bosno-Serbes, Ratko Mladic s'est félicité de ce qui s'était passé sous son commandement et de la situation positive dans laquelle se trouvaient les négociateurs bosno-serbes. Je cite, « Monsieur le Président, votre point de départ était tout à fait favorable à Genève. Vous aviez les résultats militaires entre les mains. » P 02 508, page 32 à 33. Je demande à la juriste de bien vouloir nous montrer la présentation dans le système sanctions sur grand écran, s'il vous plaît. Ce résultat militaire était dû à une stratégie qui avait été mise en place pour créer une situation factuelle qui ne pouvait pas être inversée. Une reconfiguration de la situation au plan démographique que la communauté internationale ainsi que les musulmans et les Croates devaient accepter comme quelque chose de permanent. Ceci ne s'est pas passé à l'insu de tout un chacun, comme Karadzic l'a dit en citant un commissaire de guerre bosno-serbe. Nous sommes en train... pages 13 and 15. As the entire world was able to see, nous sommes en train d'arracher la peau du chat devant le monde entier. P04 584, pages 13 et 15. Le monde entier pouvait le voir, ce qui s'est passé dans chaque municipalité, l'une après l'autre. Il ne s'agissait pas là d'un effet non intentionnel, mais le but même de la campagne militaire. Le rapporteur spatial des Nations Unies, Mazowiecki, a rapporté au mois d'août 1992 le nettoyage ethnique ne semble pas être la conséquence de la guerre, mais plutôt son objectif. Cet objectif, dans une grande mesure, consistait à réaliser cet objectif par le biais de meurtres, de passages à tabac, de viols, de destruction de maisons et de menaces. P02 813, paragraphe 6. Au moment où le rapporteur spécial a présenté ses observations, la VRS contrôlée par Mladic contrôlait 70% du territoire de Bosnie-Herzégovine. P04 581, pages 38, 48 et 55. À l'été de l'année 1992, il pensait déjà au cessez-le-feu et au gel des positions parce qu'ils avaient adopté des positions avantageuses. P3 3113, pages 1, 3 et 5. Des propositions de cessez-le-feu ne signifient pas pour autant que leurs revendications territoriales avaient été satisfaites. Comme
Cela a été illustré dans la directive numéro 4 de Mladic au mois de novembre 1992, ordonnant à la VRS de réaliser son objectif stratégique non encore réalisé, en forçant l'ennemi, et je cite, avec la population musulmane, fin de citation, de quitter Birach, Jepa et les zones de Gorajdé. P 2217, page 5. Les opérations en Bosnie orientale se sont poursuivies. D'après les propres termes de Karadzic, il s'agissait d'entasser les musulmans dans de petites zones, P 4584. Et ceci, en tout cas provisoirement, culminé au moment où la communauté internationale a empêché la prise de contrôle de Srebrenica et a mis en place des zones protégées. Comme l'a dit le général Mladic, et je cite, si la communauté internationale ne s'en était pas mêlée, eux, autrement dit les musulmans, auraient payé le prix de chaque geste ou de chaque action qu'ils avaient menée contre le peuple serbe. P 1973, page 4. Page 5. Malgré cela, la tension sur Srebrenica et les enclaves restantes restait inchangé. Comme Mladic l'a dit au corps de la Drina en 1994, confère le rapport d'information de la brigade de Bratunac, je cite, et ceci est un extrait du rapport. Nous devons réaliser notre dernier objectif. La région de Podrinje entièrement serbe. Et le rapport poursuivait en disant « Nous devons continuer à armer, former, discipliner et préparer l'armée de la Republika Srpska pour que cette tâche vitale soit accomplie. » Autrement dit, l'expulsion des musulmans de l'enclave de Srebrenica. P 1505, page 3, page du compte-rendu d'audience 11786 à 11790. Comme l'a expliqué le général Mladic en 1994 devant l'Assemblée des Serbes de Bosnie, les Bosno-Serbes avaient cette occasion historique unique pour créer, non pas, je cite, un n'importe quel État, mais un État entièrement serbe, avec aussi peu d'ennemis que possible, ceux qui pourraient constituer de potentiels ennemis et qui pourraient s'élever contre nous dans quelques années. Ce qui nous préoccupe, a-t-il dit devant l'Assemblée, ce n'est pas que les musulmans puissent créer un État. Sa préoccupation consistait à faire en sorte qu'ils disparaissent complètement. P 3076, page 18 à 20. En mars 1995, le général Mladic et Radovan Karadzic se sont concentrés à nouveau sur Srebrenica et ont créé une directive pour créer des conditions qui permettaient de rendre la vie des habitants insupportable. Directive numéro 7. Au mois de juillet, le 2 juillet, une opération de combat en application de la directive numéro 7 était en cours. Le 9 juillet, Mladic et Karadzic se sont rendus compte du fait qu'ils pouvaient prendre contrôle de l'enclave en tant que tel et ont donc modifié l'opération pour ce faire. Le 11 juillet, le général Mladic est entré dans Srebrenica et a promis que l'heure était venue de se venger des Turcs. P 0147, page 11. En très peu de temps, plus de 7000 hommes de Srebrenica, hommes et garçons, certains ayant simplement 2 ans, ont été systématiquement tués et tous les habitants restants de Srebrenica ont été chassés. La communauté de Srebrenica avait été détruite, avait disparu. Entre-temps, la capitale de la Bosnie avait été tenue selon les termes de Mladic, sous notre marteau, page 47-31, page 35. Étant donné que la population civile était soumise à une campagne de pilonnage et de tir embusqué qui augmentait en intensité ou diminuait,
selon la riposte des musulmans et la pression de la communauté, et les pressions de la communauté internationale. Les représentants de la communauté internationale sont arrivés à différents moments pendant le conflit et sont parvenus à la même conclusion, que l'objectif essentiel de cette campagne de pilonnage et de tir embusqué était de semer la terreur au sein de la population civile. La campagne s'est répandue au point que la vie, les conditions de vie dans la ville étaient devenues insupportables, difficiles pour les enfants et cadrées en conséquence. Il s'agissait de répandre la terreur par l'intermédiaire de cette campagne de pilonnage et de tir embusqué, renforcée par les pressions en même temps sur les restrictions sur le plan humanitaire et un manque d'eau, de chauffage et d'électricité. Les efforts criminels massifs dans les municipalités Sarajevo et Srebrenica, ainsi que la prise d'otage du personnel des Nations Unies en mai 1995 pour empêcher les frappes aériennes de l'OTAN, sont illustrés dans 4 entreprises criminelles communes qui figurent dans l'acte d'accusation. Chaque entreprise criminelle commune était distincte, mais chacune avait pour objectif essentiellement de réaliser cet objectif et de créer cet État serbe sur de vastes territoires au sein de la Bosnie-Herzégovine avec aussi peu d'ennemis historiques que possible. Au titre de cette présentation, je vais aborder certains aspects de l'entreprise criminelle commune principale ainsi que du contexte présenté par la défense dans leur mémoire en clôture. M. Traldi va ensuite aborder la mise en œuvre de cet objectif commun du général Mladic, donc la mise en œuvre principale. Je parlerai ensuite du chef 1, à savoir le génocide dans les municipalités, et me concentrerai plus particulièrement, comme nous l'avons fait dans notre mémoire, sur Prijedor. M. Webb abordera ensuite la campagne de terrorisation dans le cadre de l'entreprise criminelle commune à Sarajevo, suivi par M. McCluskey sur l'élimination de l'entreprise criminelle commune à Srebrenica en juillet 1995, l'exécution de plus de 700 000 hommes et garçons à Srebrenica en juillet 1995 et le transfert forcé de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Et finalement, je parlerai de la fixation de la peine. Plus concrètement, pour ce qui est des remarques que je vais présenter aujourd'hui, je vais parler des assertions dans le mémoire en clôture de la défense par rapport à l'entreprise criminelle commune principale, où la défense a soutenu que l'objectif commun de Mladic ou sa contribution à la réalisation de son commun sont quelque chose qui était contrecarré par l'autonomie locale ou par le fait que des plans des responsables n'existaient pas ou par le fait, comme c'est allégué, que ceux qui étaient partis pouvaient revenir ou par le fait que Mladic n'avait pas le contrôle sur la VRS ou qu'il était bienveillant par rapport à non-serbes. Comme je vais dire ici, ces assertions sont erronées. En fait, lorsque on examine plus la base de ces assertions, il y a des moyens de preuve qui montrent que l'objectif commun existait et que Général Mladic a contribué à cet objectif commun. Je vais commencer par des assertions qui sont un peu moins ordinaires dans le mémoire en clôture de la défense, étant donné que la défense devait examiner beaucoup de documents dans le dossier de cette affaire qui démontraient l'énormité de ces crimes, les crimes qu'il avait commis en utilisant son autorité et son contrôle sur l'armée entière. La défense essaye de transformer le général Mladic en un officier bénin, pas efficace, qui était déterminé à protéger les musulmans contre les gens tels que Karadzic, mais qui, malheureusement, jouait seulement un rôle secondaire, marginalisé, moins important que les commandants des corps. Le principe fondamental selon lequel le général pouvait déléguer son autorité, mais non pas sa responsabilité,
est posé sens dessus-dessous ici. Et le Jean Mladic, maintenant, essaye de jeter sa responsabilité sur ses subordonnés pour se débarrasser de sa responsabilité. Donc la défense soumet que le principe de contrôle et de commandement dans la VRS voulait dire que Mladic pouvait donner des instructions générales et que par la suite a donc délégué son rôle il avait un rôle de conseiller puisque le commandement exclusif était assumé par les commandants de corps. C'est les paragraphes 643 et 644. Le juge Horry, il faut que je vérifie dans le contrat. Vous avez dit le contrôle exclusif, Monsieur Teguer. Oui, j'ai dit le contrôle exclusif, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Teguer. Et d'après la défense, Dragomir Milošević et Galić étaient ceux qui avaient le contrôle effectif de l'armée à Sarajevo. À Srebrenica, bien que l'accusé ait été présent physiquement à Srebrenica, c'est Krstić qui commandait. Paragraphe 644 du mémoire en clôture de la défense. Par cette assertion, on procède à la déformation des termes utilisés parce que c'est tiré du contexte. Par exemple, la défense, lorsqu'il s'agit du commandement exclusif, vous voulez dire que personne d'autre ne pouvait pas lui dire ce qu'il devait faire. Lorsqu'il s'agit des commandants de corps, cela veut dire qu'à l'intérieur du corps, le commandant du corps est au sommet de la hiérarchie, il n'y a personne d'autre. Mais en même temps, selon la doctrine militaire et le règlement de la VRS qui concernait les commandants de corps, reconnaissait l'existence d'un commandement ou d'un commandant supérieur. La conception de commandement, selon la défense, veut dire que le concept de la chaîne de commandement n'a aucun sens. Donc, non seulement que cela est absurde, mais il y a d'autre côté beaucoup de moyens de preuve qui vous ont été présentés par les témoins de la VRS, par les témoins de la communauté internationale qui disaient tous que la chaîne de commandement était un principe opérationnel. Et dans cette chaîne de commandement, le général Mladic jouait son rôle de commandant sans aucune réserve. Il donnait des ordres et surveillait l'exécution de ces ordres par les commandants des corps de façon continue. Comme le général Milanovic vous a expliqué, les commandants des corps devaient envoyer à l'état-major principal dans le rapport de combat quotidien leurs décisions et leurs plans pour ce qui est des activités du lendemain. Et le général Mladic, par la suite, les approuvait ou les rejetait. La page du compte-rendu, 16 966 jusqu'à 16 967. Mais regardons maintenant juste une minute de cette guerre, 30 secondes, qui traduisent tout ce que les moyens de preuve vous ont démontré concernant le rôle de commandement de Mladic, où on peut dire quelle était l'absurdité du fait de lui accorder le rôle d'une personne d'une importance secondaire et marginale, ou plutôt qui avait un rôle de conseiller. Monsieur le Président, il s'agit de la 3e réunion qui a été tenue à l'hôtel Fontana. La Chambre de première instance va se rappeler que chacune de ces 3 réunions avait vu le général Mladic jouer le rôle dominant et on pourrait facilement oublier qu'il y avait d'autres officiers qui étaient présents. Ici, Krstić est assis, tranquille, aux côtés de l'accusé et on y voit clairement qui était en charge de tout cela, qui donnait des ordres. Nema potrebe da ginu baš. Ni vaš muž, ni vaša braća, ni vaše komšije. Dovoljno je da kažete šta želite. I sinoć sam rekao, gospodin, možete opstati ili nestati. Le
général Mladic ici, qui dit clairement ce qui se passerait, comme il a dit, je cite, à vos maris, à vos frères, à vos voisins. Fin de citation. C'est seulement 30 secondes par rapport à cet événement particulier, mais on peut y voir qu'il avait fait à plusieurs reprises dans les conversations interceptées, dans les autres écrits, dans des témoignages concernant le rôle de commandant du général Mladic dans cette armée. Et vous allez entendre plus en détail, pour ce qui est de témoignages d'autres témoins, que ces témoins disaient clairement que dans la VRS, on obéissait aux ordres qui provenaient du sommet de la hiérarchie et que le général Mladic était le commandant supérieur à tous les commandants des corps. Cela se trouve dans notre mémoire en clôture, paragraphe 94 à 109, 121 à 152, 253 à 271 et 714 à 759. L'un de ces témoins a décrit cette réalité en utilisant des termes très simples et très concrets. Lorsqu'on lui a posé la question concernant les principes de l'unité du commandement ou de l'unicité du commandement, il a dit, je cite, « Il s'agit d'une pyramide. Au sommet de la pyramide se trouve le commandant suprême, le chef de l'état-major principal, et ensuite ça descend aux échelons inférieurs jusqu'au niveau de corps et jusqu'aux simples soldats. Et chacun a son supérieur hiérarchique, et le supérieur hiérarchique a le droit de donner des ordres et de surveiller la mise en œuvre de ces ordres. Et les subordonnés sont en charge d'exécuter ces ordres. » Fin de citation. C'est la page du compte-rendu 5018. Le juge Moloto, est-ce qu'on peut connaître le nom de la personne qui a dit cela? Monsieur Tiger, c'est une information confidentielle et c'est pour cela que je n'ai mentionné que le page du compte-rendu. Krai a dit, je cite, « L'armée de la République Srpska opérait sur la base du principe de subordination. Les ordres des officiers supérieurs, et en particulier les ordres du général Mladic, donc ces ordres étaient strictement exécutés, ou on obéissait strictement à ces ordres, on les exécutait. » Fin de citation, la page du compte-rendu 27436. Et comme le Milvanovic a dit dans son témoignage, Mladic, en tant que commandant de l'état-major principal, avait le droit de donner des ordres à qui que ce soit au sein de la VRS. La page du compte-rendu 16923. Maintenant, Mladic n'est pas content. Et il ne lui suffit pas de dire que c'est seulement ses subordonnés qui étaient responsables et pas lui. Mladic a dit également que c'est Karadzic qui a marginalisé et que Mladic n'aurait pas été d'accord pour ce qui est de la façon à traiter les musulmans. Laissons de côté pour le moment des moyens de preuve, comme c'est la déclaration de Karadzic, où il disait que Mladic et lui, ils parlaient comme s'ils avaient été des frères et que leur objectif était en fait de opérer dans le même, pour réaliser le même but. Laissons de côté le fait que bien que Milovanovic ait entendu dire qu'il y avait un conflit entre Mladic et Karadzic, je cite, et en particulier après la guerre, fin de citation, que pendant toute la durée de la guerre, comme il l'a dit, il ne les a jamais vus en querelle. La page du compte-rendu 17107. Mais la défense soumet que l'exemple le meilleur de cette assertion de Mladic est la directive numéro 7. La défense soumet que dans cette directive, Karadzic a contourné le général Mladic et que la directive 7 avait été envoyée directement au corps. Et lorsque le général Mladic a appris cela, il a donné une directive nouvelle, la directive 7.1, où il était omis l'ordre illégal pour créer, je cite, une situation d'insécurité, de totale insécurité et insoutenable, fin de citation, pour forcer les civils musulmans à quitter ces lieux. C'est
sont les paragraphes 771 et 72 du mémoire clôture. La directive 7 et 7.1, selon la défense, je cite, montre donc le désaccord entre Karadzic et Mladic. Le Karadzic qui avait donc l'esprit criminel et Mladic qui se chargeait pour que cela ne se passe pas. Paragraphes 772 et 773. Il s'agit en fait d'un récit épique de la bravoure morale qui est erroné au moins point que dramatique. Dans son témoignage, Milovanovic a dit que Karadzic a envoyé la directive directement au corps et c'était inapproprié. Page du compte rendu 16 993 et 95. Et B, Mladic a omis cette partie illégale de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de pression effectuée sur la population civile. La page du compte rendu 16 996. Les moyens de preuve ont démontré, et c'est ce que Milovanovic a été obligé d'admettre lorsqu'il était confronté à ces documents, à savoir que c'est Milovanovic qui a remis, ou qui a envoyé la directive 7 à tous les corps, non seulement au premier corps de Krajina, qui a été forcé d'admettre au début, mais également au corps de la Drina, au corps de Sarajevo-Romania, au corps d'Herzégovine, ce qui est contraire à l'assertion absurde de Milovanovic, qui a dit qu'il avait vu ces directives la première fois beaucoup de temps après la fin de la guerre. Page du compte rendu 16 996 et 97. Lorsqu'il s'agit de l'argument que l'omission de l'ordre illégal pour rendre les conditions de vie intenables voulait dire qu'il s'agissait des efforts de Mladic pour protéger des civils. L'aspect erroné de cette assertion a été découvert lorsque Milovanovic a admis que tous les détails qui étaient omis dans la directive 7.1 était déjà contenu dans la directive 7, à savoir que la directive 7 restait opérationnelle. Page du compte 17 126 et 127. Et cela, dans la directive 7.1, Mladic même a fait la référence à 2 reprises à la directive 7. Je cite, sur la base de la directive numéro 7, un peu plus loin, en conformité avec la directive numéro 7, et c'est paragraphe 1470, page 2 et page 4. De plus, la directive 7 porte la marque de Mladic, contient les mots qu'il avait déjà exprimés ainsi que ses intentions. Le 1er juillet 1994, et c'est dans un rapport de la brigade de Bratunac, on peut lire « Il faut leur rendre la vie impossible, intenable, et le fait qu'il reste dans l'enclave provisoirement, il faut que cela soit impossible, qu'il voit que cela soit impossible pour qu'il quitte l'enclave en masse le plus tôt possible. » Fin de citation. Et le 8 mars 1995, le jour où Karadzic a signé la directive 7, Mladic a tenu une réunion du commandement de l'état-major principal de la VRS, ce qu'on peut voir dans le cahier de Jivanovic, où on peut lire, je cite, le rendre la vie impossible. Pièce P05264, page 27. Et pour ce qui est de plus de détails par rapport à cela, cela se trouve au paragraphe 426 à 452 de notre mémoire en clôture. Donc c'est seulement un des exemples, et il y en a beaucoup, par rapport à l'assertion dans le mémoire de clôture de la défense, et vous allez entendre plus de détails par rapport à cela pendant les jours qui suivent. Et toutes ces assertions sont contenues dans ce mémoire en clôture. Contrairement à la description de Karadzic, ici Mladic est présenté comme protecteur des musulmans, ce qui est basé sur des
exemples dont aucun ne soutient cette assertion, comme par exemple la protection des villages de musulmans, paragraphes 685 à 690, la protection des civils croates de Bosnie, 696-697, ou par rapport au fait qu'ils avaient donné des ordres pour protéger des civils et pour que tout le monde obéisse aux dispositions des droits internationaux humanitaires, paragraphe 795 et 796, paragraphe 414 de notre mémoire en clôture. Pourtant, ces références ne corroborent pas ces assertions. Et en tout cas, ces assertions sont annulées par l'énorme nombre de moyens de preuve démontrant que le général Mladic, en fait, faisait le contraire. Par exemple, l'allégation selon laquelle Mladic protégeait des civils croates de Bosnie, qui se trouve abordée au paragraphe 459 de notre mémoire en clôture, où on peut lire que ce transfert n'était pas des motifs altruistes, mais plutôt pour diviser la Bosnie, pour avoir des avancements militaires et pour avoir des relations meilleures avec l'opinion publique et pour l'argent. L'assertion que l'état-major principal protégé des villages non serbes s'appuie sur le témoignage du général Šoganović, selon lequel la vie des musulmans à Podjeplje, près de l'état-major principal, continuait sans aucune entrave, ce qui est en fait annulé par les moyens de preuve, selon lequel Podjeplje avait été incendié ou rasé en août 1992, après quoi Salapura a menacé de mettre le feu à tous les villages musulmans dans la région autour de la rivière Drina, pièce P03306, paragraphe 7-8, et dans notre mémoire en clôture, paragraphe 305. Pour ce qui est des ordres visant à protéger les civils et les villages, c'est M. Traldi qui va parler plus en détail de cette nature superficielle et masquée des ordres de Mladic pour obéir aux droits internationaux humanitaires, au fait qu'il n'engageait pas de poursuites pénales de façon systématique, des promotions, et tout cela reflète de façon exacte la position du général Mladic pour ce qui est des crimes commis contre les musulmans et contre les Croates, qui sont englobés par l'objectif criminel, paragraphes 490 et 91. Vous allez entendre également comment les Serbes étaient traités dans les municipalités de Sarajevo et de Srebrenica, et plus tard, je vais vous parler de l'assertion qu'on peut trouver au paragraphe 414 de mémoire en clôture par rapport à la 16e séance. D'une manière plus générale, l'affirmation selon laquelle Mladic était un bienfaiteur et protecteur des musulmans et des Croates, dont les seules distinctions ethniques étaient opérées à des fins bienveillantes, ne résiste pas à l'ensemble de la preuve. Un moment de franchise capturé sur une vidéo de Mladic lors d'un bref voyage avec un partisan serbo-canadien de la Republika Srpska résume bien ce que les preuves démontrent en ce qui concerne l'attitude de Mladic vis-à-vis des musulmans. Vous vous en souviendrez, messieurs les juges, qu'après l'explication donnée par Mladic selon laquelle, lorsque j'arriverai à Sarajevo, je tuerai quelqu'un juste en passant, parce que tout le monde se fiche d'eux. Fin de citation. Examinons un petit peu à présent le reste de cette vidéo. Ti snimi slobodno neka vide naši Srbi šta smo mi radili, kako smo torke sredili.
Podrenju smo mi Turke pomlatili. Da ih čuvaju Amerikanci i Englezi, Ukrajinci i Kanađani u Srebrenici, sada već Holanđani, davno bi njih nestalo na ovom prostoru. Da ih ne čuje. Vidiš kako im je selo. Da ti malo usporim da ih stignem. Ja. Ti vidi kako Turčin kuću ima i evo majku. Turska kuća. Ovo. To je bila turska kuća. I ona tamo je bila turska. I ona sve. Evo. Vidiš kako su finu pitomu zemlju Turci imali. Look what a house this Turkish mother. Est-ce que tu as vu la maison de ce salopard de Turc montrer les villages musulmans en montrant les villages musulmans détruits, Mladic fait preuve de fierté, de satisfaction au sujet de ce qu'il a réalisé et n'a que mépris pour les victimes. Des attitudes que l'on retrouve également dans sa conversation avec Van Duyn, où il imitait grossièrement les musulmans et disait à Van Duyn que la présence d'un Nigérian dans l'unité de Van Duyn était une indication que Mladic serait obligé de se rendre aux Pays-Bas dans 10 ans pour protéger les Néerlandais des autres races et des musulmans. Mémoire de clôture de l'accusation, paragraphe 1201. Cette tentative complètement trompeuse de se présenter comme un bienfaiteur des musulmans et de faire endosser à son supérieur ou à ses subalternes la responsabilité ne fait simplement que mettre en lumière le fait que Mladic était conscient de la nature criminelle du projet auquel il s'était vanté un jour de contribuer. Ce plan avait été formé au moment, bien avant le recrutement du général Mladic, mais il remonte à des événements qui ont eu lieu avant son retour à sa terre natale en 1992. Et ce contexte nous amène à certaines affirmations de la défense au sujet de l'objectif commun. En 1990, des élections ont eu lieu en Bosnie suite au déclin du communisme. Les 3 partis nationalistes ont gagné et correspondaient au ratio démographique en Bosnie. Inspirés par la chute du communisme et animés et encouragés par le réveil de la conscience serbe, selon eux, les dirigeants serbes de Bosnie étaient préoccupés par le risque de la dissolution de la Yougoslavie et la perspective sur laquelle la Bosnie deviendrait un État indépendant. Avant l'élection, les dirigeants du SDS ont exprimé leur opposition catégorique à la possibilité de l'indépendance de la Bosnie. Karadzic l'a dit dans une interview en juillet 1990, les Serbes n'autoriseront pas de vivre dans un nouvel État indépendant de Croatie ou un État qui est séparé de leur mère patrie, la Serbie. P7759, page 6. En automne 1991, le SDA a soutenu les efforts de la GNA à la suite de l'indépendance de la Croatie et, dans l'intervalle, a cherché son succès à obtenir une solution négociée avec les musulmans et les Croates qui garderaient la Bosnie dans la Yougoslavie, telle que l'initiative de Belgrade ou l'accord historique tel qu'il est connu. Compte tenu de l'échec des négociations, en septembre 1992, le SDS avait créé plusieurs régions serbes autonomes dont le but était de, je cite, détruire, fin de citation, la Bosnie-Herzégovine unitaire, P7000, pages 4 et 6. Lorsque les Croates et musulmans de Bosnie ont approuvé
protocole sur l'indépendance lors de la 8e session du Parlement commun les 14 et 15 octobre 1991, les dirigeants serbes de Bosnie, selon les paroles de Karadzic adressées à Milosevic, ont décidé de passer à la suite. Comme cela est indiqué au paragraphe 175 à 190 du mémoire de l'accusation, ils ont créé des institutions parallèles destinées à la création d'un État serbe en Bosnie et organiser les moyens de mettre cela en œuvre par la force si c'était nécessaire. Au niveau de la République, une assemblée serbe de Bosnie et un gouvernement fantôme, le Conseil des ministres, ont été créés. Au niveau municipal, Karadzic a délivré des instructions, les variantes A et B, pour la création de cellules de crise serbes de Bosnie qui dirigeraient la prise du pouvoir dans les zones revendiquées. Karadzic, lors de cette période et pendant toute la suite du conflit, s'est mis à mettre en lumière le fait que les musulmans et les croates étaient des ennemis historiques dont l'incompatibilité inhérente avec les Serbes empêchait toute coexistence. Paragraphe 161, 163. Les musulmans et les Serbes étaient comme chiens et chats, ou des plantes qui ne pouvaient pas pousser l'une à côté de l'autre. Mémoire en clôture de l'accusation. Note de bas de page 603. Karadzic a insisté sur la prétendue menace démographique liée au taux de natalité chez les musulmans en la présentant comme une menace démographique inarrêtable. Citation, ils vous submergeront avec leurs stratagèmes et leur taux de natalité. P. 3900, paragraphe 36. Donc même une minorité de musulmans était une menace. Et Karadzic l'expliquera à l'Assemblée en expliquant pourquoi des territoires petits mais purs sur le plan ethnique étaient préférables au contrôle total sur la Bosnie, car les musulmans qui étaient à 23% passeraient à 24% le lendemain et le surlendemain 25%. Car c'est ainsi que cela fonctionne avec eux. Fin de citation. P. 3706, pages 23 et 25. Simultanément, toutefois, les dirigeants serbes de Bosnie revendiquaient des vastes territoires où Serbes et non-Serbes vivaient ensemble, où même les non-Serbes constituaient la majorité. Ils ont justifié ces revendications de plusieurs manières. Par exemple, que les Serbes avaient droit à du territoire où ils étaient majoritaires avant la Deuxième Guerre mondiale, ou que le plébiscite entraînait un droit à tout territoire, une majorité de Serbes, quel que soit le pourcentage de la population effectif. La majorité de Serbes avaient voté pour rester dans la Yougoslavie ou simplement sur la base du fait que la région était d'une importance stratégique pour les Serbes de Bosnie. Paragraphe 1644 à 1666 du mémoire. Comme Karadzic l'a rappelé en 1995, et c'est une citation, « En vérité, il y a des villes dont nous nous sommes emparés où nous n'étions que 30%. Et je peux en citer autant que vous voulez, mais nous ne pouvons pas abandonner les villes où nous étions 70%. Ne le dites pas, mais rappelez-vous combien nous étions à Bratunac, à Srebrenica, à Visegrad, à Roganica, à Vlasenica, à Zvornik, etc. En raison de leur importance stratégique, elles devaient entrer en notre possession. Et il n'y a quasiment plus personne pour remettre cela en cause. Fin de citation. P. 4584, pages 17 et 18. Comme l'a fait remarquer un témoin, ces personnes indésirables sur un territoire désirable
ne disparaîtraient pas d'un coup de baguette magique. Et c'est précisément les séparer que recherchait le nettoyage ethnique. P3103, CR 4205. Fin mars 1992, l'indépendance de la Bosnie s'approchait. Karadzic a signalé à ses collaborateurs qu'il devait savoir que le nombre de policiers serbes de Bosnie était suffisant et que bientôt ils prendraient littéralement le contrôle de la totalité du territoire de leur municipalité, en citant Zvornik comme exemple. P406, page 22. La prise du pouvoir à Bijeljina une semaine plus tard a marqué le début de ce processus, parfois accompagné d'attaques contre les villages non-serbes et d'expulsions forcées de non-serbes, parfois par des formes de persécution à intensification plus graduelle. Les autorités serbes, y compris Milosevic, ont aidé à mettre en œuvre le début de la campagne de nettoyage ethnique par le biais de la JNA et du soutien appuyé que les Serbes de Bosnie avaient reçu de la DB, c'est-à-dire la Sûreté de l'État. P353, page 133. Cela est passé notamment par le déploiement des hommes d'Arkan à Bijeljina et Zvornik. Comme Bell l'a dit à l'époque, les Serbes, y compris les hommes d'Arkan, étaient en train de redessiner la carte ethnique de la Bosnie. P1874 et P832, page 24. Thus, Donc, au moment où le général Mladic a pris le commandement de la nouvelle armée de la République Serbska, le processus d'expulsion des musulmans et croates par le biais d'une série de crimes était en cours, comme il en a été informé en bonne et due forme, paragraphes 200 à 203. Effectivement, le 12 mai, date de sa nomination officielle en tant que chef de l'état-major principal, la nature de la campagne de nettoyage était évidente pour le monde entier. Ce jour-là, le secrétaire général des Nations Unies a indiqué, je cite, tous les observateurs internationaux qu'on vient de dire que ce qui se passe est un effort concerté des Serbes de Bosnie-Herzégovine avec le consentement et tout au moins un certain soutien de la JNA pour créer des régions ethniquement pures. Les techniques utilisées sont la saisie de territoire par la force militaire et l'intimidation de la population non serbe. P2814, paragraphe 5. Et au retour de la pause, Monsieur le Président, j'aborderai certaines des affirmations de la défense en ce qui concerne ses moyens de preuve. Le Président, merci. Nous allons faire une pause et reprendrons à 11h moins 10.